Salut les amis. Du coup, j'en ai profité là pour vous mettre les rediffs, ok? Non, Mathéo, j'étais en train de vous mettre les rediffs. Là, j'ai posté les rediffs. Donc, pour ceux qui veulent, je vais vous montrer rapidement les rediffs que j'ai postés. Hop, bougez pas. Donc, j'ai posté la rediff de... Donc, ici, pour ceux qui voudront réviser, j'ai posté les rediffs donc, du live de ce matin. Pour ceux qui voudront réviser tout ce qui est... Alors, je commence dans l'ordre. Tout ce qui est thermodynamique et lunettes astronomiques, c'est cette vidéo. D'accord? Regardez cette vidéo qui est juste ici, là. Ça, c'est lunettes astronomiques, ok, au tout début, plus thermodynamique à partir de la 30e minute. D'accord? À partir de la 30e minute, c'est de la thermo. Je vous refais tous les trucs de thermo. Du coup, allez vous concentrer là-dessus. Pour ceux qui voudront... hop, alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, pour ceux qui voudront l'effet Doppler. Effet Doppler plus force gravitationnelle, ce sera la vidéo en orange. D'accord? C'est la vidéo en orange ici, c'est effet Doppler plus force gravitationnelle et circuit RC à la fin. Charge et décharge, d'accord? Dans les deux sens, je vous ai mis ça. Donc force gravitationnelle, effet Doppler, force gravitationnelle, circuit RC. Vous prenez la vidéo avec le truc en orange ici. Donc, pour ceux qui voudront ondes sonores, si vous voulez réviser les ondes sonores, bon, il y a un peu de Chebyshev au milieu, hein, pour ceux qui veulent, même si là, je vais... Les SPMAT, si vous êtes là, manifestez-vous, d'accord? Manifestez-vous, parce que du coup, je voulais bien faire le tour en 20 minutes de ce que vous devez savoir faire à peu près pour avoir la moyenne en maths. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous, laissez un petit message. Donc, pour ceux qui voudront réviser diffraction, alors, ondes sonores, diffraction, interférence, et puis... le début de l'effet photo, d'accord, le début de l'effet photo, vous prenez cette vidéo, c'est marqué dessus, d'accord, les chapitres sont marqués dessus. Donc oui, clairement Phoenix, hein, clairement, pour ceux qui auront leur fiche, honnêtement, tout ce que je montre depuis ce matin, vous le retrouvez dans les fiches, ok, surtout pour ceux qui vont passer demain, que ce soit en physique ou en maths. Donc ici, pour ceux qui voudront l'effet photo, la suite, plus la radioactivité, les écoulements de fluide et la mécanique qu'on a commencé, vous prenez la vidéo où c'est marqué dessus au début. D'accord? Vous allez vous regarder au tout début, c'est marqué dessus. Vous aurez l'effet photo, vous aurez la radioactivité, vous aurez... J'ai corrigé un exercice sur les écoulements de fluide. Et ensuite, vous avez le début de la mécanique avec la détermination de l'équation horaire. Donc là, je vais continuer moi avec les lancers de projectiles. D'accord, c'est bon, vous avez tous les consignes. D'accord, donc là, je vais faire la suite. Tous les trucs qu'on n'a pas fait, je vais faire la suite là. Ok? Je vais faire la suite. Donc, est-ce qu'on a fait de la synthèse organique? Mais je crois que c'était le... Check. C'était le live d'hier. Alors, après l'effet Doppler, normalement, on avait commencé à corriger un exo. Tu parles de ça, Dan? Je sais qu'on avait commencé à corriger un exercice. Mince, j'ai pas la rediff. Pourquoi est-ce que je l'ai pas? Pourquoi est-ce que je l'ai pas posté? Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai autre chose sur la synthèse organique? Non, j'ai pas, mais je vais refaire là, du coup. Je vais refaire là. Faut qu'on fasse la chimie, d'accord? Donc, vraiment, pour ceux qui sont... là, qui galèrent un peu en chimie, restez. Il faut vraiment qu'on fasse la chimie parce que vous avez 10 points sur la chimie. Donc, on va regarder ensemble la chimie. Donc, hop, donc je reprends, je me remets sur tac, voilà, sur ce qu'on faisait tout à l'heure. Il faut qu'on finisse. Ok, donc on était là. Est-ce que vous vous rappelez tous? D'accord, vous êtes bons là? Vous êtes tous dessus? C'est ça, c'est 10 points physique, 10 points chimie. Donc là, en chimie, juste après ça, je vais faire un point avec les SPMAT. Tous ceux qui sont en SPMAT, honnêtement, SPMAT, avoir la moyenne, voilà, si vous maîtrisez vraiment les trucs de base que je vais vous montrer, avoir la moyenne, ça va être OK pour vous.
Ok, donc je termine juste ici. Donc là, vous aviez des questions. Vous aviez dit, j'ai vu passer une question, comment trouver h? Alors le h, ici, ça correspond, regardez, à la hauteur initiale à laquelle se trouve le système. D'accord? Donc c'est l'exercice qui va vous donner la valeur de h. Donc on vous dira, par exemple, le système se trouve initialement, ça peut être un plongeur, on vous donnera du coup la hauteur du plongeoir, je sais pas moi, 20 mètres ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est bon? Vous aviez d'autres questions là-dessus? Ok, portée et flèche. Donc, on va faire rapidement portée et flèche ici, au cas où vous avez la question. Donc, une fois que vous avez l'équation horaire comme ça, la suite, donc je vais enlever le 0, d'accord? Vous aviez compris, c'était la valeur de K3. On vous demandera d'abord l'équation de la trajectoire. D'accord? Équation de la trajectoire. Ici, tac. Équation de la trajectoire. Donc pour ça, vous faites exactement comme moi, d'accord? Donc vous numérotez ici 1, vous numérotez ici 2. Et puis vous dites, on tire l'expression de t, ou vous mettez on tire 2 dans l'équation 1. D'accord? Ça veut dire que vous allez exprimer t en fonction de x, ici. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Mentalement, vous mettez sur 1, vous mettez sur 1, et le V0 cos alpha, comme il est au numérateur, vous le basculez au dénominateur. Donc ça va donner x sur V0 cos alpha. D'accord? Donc vous faites exactement comme moi. Ici, vous allez donc avoir t égale x sur V0 cosinus alpha. Ensuite, vous faites quoi? Vous remplacez dans 2. D'accord? Vous avez tiré t, vous remplacez dans 2. Donc on remplace ici dans l'équation 2. D'accord? Dans l'équation 2. Ça veut dire que, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je remplace dans l'équation 2 le t qui est ici. Je substitue par cette expression-là, x sur V0 cos alpha. OK? Donc, les spémates, restez bien. Après, je m'occupe de vous. Je vais vous donner en plus vraiment des trucs que vous êtes sûr d'avoir. D'accord? Donc, bougez pas. Donc, ici, je remplace t dans 2. Donc là, dans y de t ici. Donc je vous réécris juste, y de t, donc c'est moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus h. D'accord? Et je vous rappelle en bleu ici qu'on a trouvé t égale x sur v0 cos alpha. On est parti. Donc on va remplacer t par cette expression. Donc votre y, il se transforme en y de x. D'accord? Puisqu'on remplace t par x. Donc, ça va donner moins 1 demi de g. À la place de t, vous allez mettre x sur v0 cos alpha. D'accord? Donc, vous remplacez le tout au carré. Plus, vous prenez la suite. Donc, v0 sinus alpha. Et à la place de t, vous remplacez par x v0 cosinus alpha. OK? Et vous avez le plus h qu'il ne faut pas oublier. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez développer ce truc. Vous avez a sur b, le tout au carré. D'accord? Donc ça vous donne a carré sur b carré. Donc ça va vous donner 1 demi de g, x au carré sur v0 cosinus de alpha au carré. OK? Ensuite, ici, regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? Le v0 sinus alpha, c'est comme v0 sinus alpha sur 1. OK? Donc, je multiplie ça par ça, je me retrouve avec V0 sinus alpha fois x sur V0 cosinus alpha. D'accord? Plus le h, ici. Donc, à partir de là, je vais simplifier les vitesses et je vais avoir sinus alpha sur cosinus alpha. Par définition, c'est tangente alpha. D'accord? Ce truc qui est juste ici. Donc, ensuite, vous mettez le x qui est après, plus h, et vous recopiez tranquillement le début. Voilà. Donc, vous faites exactement comment je viens de faire. Vous avez tous les points. Et à la fin, ici, vous avez a fois b le tout au carré. D'accord? Donc, ça donne a carré fois b carré. OK? Vous faites exactement comme ça pour trouver l'équation de la trajectoire. Les spémates, je vous prends juste après. D'accord? Je vous prends juste après. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tac. Donc, on va... tac, tac, tac. Donc, on va prendre, du coup, ici, les autres questions. Donc, si jamais on vous demande de trouver la flèche, d'accord?
La flèche, c'est quoi? Donc, vous avez votre lancé de projectile, hop, ici. Et ben, la flèche, c'est la hauteur maximale. Donc, vous avez YX, et ben, c'est la hauteur maximale ici qui est atteinte par le projectile. D'accord? Donc, c'est... Voilà, donc c'est la hauteur ici qu'on a, vous pouvez noter Hmax, ici. OK? Et donc, comment on fait pour trouver la flèche? Si on vous demande de trouver la hauteur maximale, le principe, il est simple. La hauteur maximale ici, elle est atteinte lorsque l'objet arrête de monter. D'accord? Donc, vous voyez, l'objet, il monte, il monte, il monte. Arrivé à la hauteur maximale, il commence à redescendre. Donc, ça veut dire que la vitesse verticale est nulle. C'est comme ça que vous caractérisez la flèche. Donc, la flèche est caractérisée par... La flèche est caractérisée par... Donc, la flèche, c'est la hauteur maximale, est caractérisée par le fait que Vz de t est égal à 0. Donc, je vous rappelle, ça peut faire l'objet d'une question. Non, au niveau de la hauteur maximale, la vitesse n'est pas nulle. D'accord? La vitesse n'est pas nulle. Vous avez la vitesse selon z qui est nulle, mais la vitesse totale n'est pas nulle. Parce que si votre vitesse totale est nulle, eh ben, votre objet il va juste tomber à la verticale. Il va chuter à la verticale. Donc, si l'objet continue d'avancer, c'est bien que la vitesse totale n'est pas nulle. Par contre, vu que l'objet cesse de monter, il commence à redescendre, ça veut dire que eh ben, la vitesse selon z, eh ben, elle est nulle. D'accord? Donc, elle devient nulle. Donc, vous posez Vz de t égale 0, bon, ou Vy de t. Enfin, c'est plus Vy de t, vu que l'axe, je l'ai appelé y, mais si votre axe s'appelle z, vous mettez Vz de t. Ensuite, vous retournez dans l'équation de Vy, d'accord, ici, que vous avez déterminé précédemment. Donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, vous allez poser ce truc, eh ben, égale 0. OK? Afin de déterminer l'instant t où on se trouve à la hauteur maximale. Et une fois que vous aurez trouvé cet instant t où on se trouve à la hauteur maximale, eh ben, vous viendrez remplacer dans l'équation de y eh ben, pour trouver le y max, justement. D'accord? C'est comme ça, du coup, qu'on procède pour cette partie. Donc, allons-y. Donc, Vy de t, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Donc, ça veut dire que ici, eh ben, je vais avoir... donc Vy de t, donc c'est moins gt plus V0 sinus alpha, et ben je pose égale 0. Donc ça veut dire que le t ici, et ben je me retrouve avec t h max. D'accord? C'est l'instant où je suis à la flèche. Donc je veux trouver la flèche. Je commence d'abord par déterminer l'instant où je suis au niveau de la flèche. Donc ici, vous pouvez passer le moins gt à droite. Donc ça vous donne, allez, gt h max égale V0 sinus alpha. D'accord? Donc, j'ai passé le moins gt, il est devenu gt, et puis j'ai juste réécrit l'équation dans l'autre sens. Donc, ici, vous tirez la valeur de th max. Donc, on va le faire juste après. Donc, vous avez moins, plus g, du coup. Hop. Oula. Gt h max égale, hop, V0 sinus alpha. OK? Donc là, vous pouvez utiliser ma méthode. Vous mettez sur 1, vous mettez sur 1. Et ensuite, vous faites que des mouvements en diagonale. Donc le G, je veux m'en débarrasser. Eh ben, il passe en dessous. D'accord? C'est hyper simple. Donc ça veut dire que le TH max ici eh ben, va être égal à V0 sinus alpha divisé par G. OK? Pour ceux qui veulent retrouver ça dans les fiches, c'est le cas pratique numéro 1, les amis. Dans votre dossier... Ok, tu vas dans ton dossier fiche exo 1, tu as le cas pratique 1, va dans le corrigé du cas pratique 1, tu as tout ce que je suis en train de faire, la flèche, équation horaire, portée. D'accord? Donc regarde, si tu ne trouves pas, tu reviens pour que je te montre bien où c'est. Tu as un dossier normalement qui s'appelle cas pratique 1. Ok? Enfin, tu as un dossier qui s'appelle fiche exo 1, dedans, tu as cas pratique 1 pour l'énoncé et tu as le corrigé du cas pratique 1, donc tu as un ensemble de slides où j'explique tout ça. OK, donc ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça peut faire l'objet d'une question à part.
Ok, c'est pourquoi je vous montre comment est-ce que ça se passe. On peut vous dire déterminer l'instant où on atteint le sommet. Pour les fiches, le lien il est en bio. Pour ceux qui veulent prendre leurs fiches, il y en a qui, vous avez pris vos fiches ce matin, vous avez déjà reçu vos accès, donc vous pouvez déjà, si vous passez cet après-midi, aller regarder au maximum dessus. Ceux qui vont passer demain, du coup vous aurez le temps après l'épreuve d'aller encore tryhard les fiches que vous avez prises aujourd'hui. Okay, pour ceux qui n'ont pas pris, profitez-en déjà pour prendre. Donc, maintenant qu'on a déterminé TH max, donc là, on est en train de trouver la flèche. Donc, je trouve d'abord l'instant. Et ensuite, je vais remplacer ça dans Y de T. On remplace dans Y de T. Ok? Pourquoi on remplace dans Y de T? Parce que j'ai trouvé l'instant TH max. Maintenant, je veux l'ordonnée ici qui correspond. D'accord? Je veux trouver l'ordonnée. Vu que j'ai l'instant TH max, pour trouver l'ordonnée, il me suffit donc de remplacer T par TH max, puisque je viens de trouver combien de temps s'est écoulé pour atteindre le sommet de la flèche. Donc, je n'ai qu'à remplacer dans l'équation 2Y de T. Ok? Donc, attention, hein, le TH max ici, c'est une notation. D'accord? C'est T indice H max. Ok? C'est juste pour identifier le fait que l'instant que je cherche, c'est l'instant où je suis à Hmax. Attention. Donc, je reprends les amis. Donc, ici, on est en train de chercher la flèche, c'est-à-dire la hauteur maximale. Vous le faites en deux temps. Vous déterminez d'abord l'instant où on se trouve à la hauteur maximale. Ensuite, vous allez remplacer dans l'équation de Y de T pour pouvoir trouver le Y max, donc le H max. Donc, comment vous caractérisez le fait qu'on a atteint le sommet? C'est en disant que la vitesse verticale est nulle. Toujours. Ça, vous retenez. Ok? Parce que du coup, l'objet, il arrête de monter. Vu que l'objet, il arrête de monter, ça veut dire qu'il n'a plus de vitesse verticale. Sinon, il continuerait en fait à monter comme ça. S'il avait toujours la vitesse verticale, la trajectoire, elle serait comme ça. Ok? Donc, vous posez Vy de t égale 0. Et Vy de t, qu'est-ce que c'est? Donc, on a déterminé précédemment, c'est moins gt plus V0 sinus alpha. Donc, vous évaluez ça en TH max. Vous dites, soit TH max, l'instant maximal, si je fais Vy de TH max, d'accord, donc, si je fais, disais-je, Vy de TH max, je sais que c'est égal à 0. OK? Et donc, ça fait moins GTH max plus V0 sinus alpha. Donc là, on a réutilisé l'expression de Vy de t. La seule chose qu'on a faite, c'est au lieu de t, on a remplacé TH max. Vous pouvez l'appeler T1 si vous voulez. Vous pouvez l'appeler T max, vous pouvez l'appeler T2. OK? D'accord? Donc le TH max ici, vous auriez pu mettre ici, à la place de TH max, vous auriez pu juste l'appeler l'instant T1. D'accord? Ça change pas grand-chose. OK? Donc maintenant, on pose ça égale 0 et on tire TH max. D'accord? Vous auriez pu l'appeler T1, vous trouvez ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez dans l'équation de Y de T. Attention, j'ai bien dit Y de T, puisqu'on a obtenu le temps. Donc, je veux remplacer le temps, donc il faut que j'aille dans Y de T. Donc, Y de T, je vous rappelle, c'est moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. D'accord? Donc là-dedans, j'évalue Y max. Qu'est-ce que c'est? C'est Y quand t est égal à TH max, ici. Donc, je vais remplacer moins 1 demi de g, TH max au carré, d'accord, que j'ai trouvé précédemment, plus V0 sinus alpha TH max, plus h. Ok, et là-dedans, le TH max, vous avez l'expression ici, donc vous pouvez le calculer avant. Vous retenez bien la réponse dans votre calculatrice. Et ensuite, vous faites moins 1 demi de g multiplié par votre réponse au carré, plus V0 sinus alpha t fois votre réponse, plus h, et vous allez trouver une valeur. J'en sais rien, peut-être que vous allez trouver 2,3 mètres. Ok?
Donc, du coup, hop, 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 ça c'était pour la hauteur maximale. Maintenant, conclusion, après les spémates, je m'occupe de vous et ensuite, je reviendrai pour finir avec la chimie. Donc, à la fin, on fera la chimie. Ok, les gars, ça ne sert à rien de vous stresser, de vous dire que vous n'aurez pas la moyenne. Ce que vous pouvez retenir, retenez-le. D'accord? Retenez-le. Honnêtement, vous prenez même pas la tête. Si vous avez retenu un truc, eh ben, c'est très bien. Donc ici, rapidement, je vais faire la portée. D'accord? Donc, pour trouver TH max, vous posez VY de T égale 0. Et le T qui est ici, c'est votre TH max. D'accord? Vous pouvez screener. Prenez en photo, comme ça, vous revoyez les étapes. Ok? 1, 2, 3, vous screenez. On passe ici. 1, 2, 3, vous screenez. Comme ça, vous pourrez regarder à côté les équations. Donc, maintenant, pour trouver la portée. Donc, la portée, elle est caractérisée par quoi? Eh ben, elle est caractérisée par le fait qu'on touche le sol. D'accord? En général, ce truc-là, ça va être le sol. Donc, pour avoir la portée, eh ben, il suffira de poser que l'ordonnée est nulle. Okay? Donc, vous posez y de x égale 0. Donc, vous prenez l'équation de la trajectoire. Pour la portée, vous devez avoir l'équation de la trajectoire. C'est le plus simple. D'accord? Et vous dites, eh ben, l'objet touche le sol quand l'ordonnée est précisément nulle. Donc, vous posez ce truc ici égale 0. Donc, ça vous fait une équation du second degré. Vous résolvez ça à la calculatrice, d'accord? Parce que je vous rappelle que sur votre calculatrice, vous pouvez résoudre des équations du type ax carré plus bx plus c. Il vous suffit de saisir a. Le a ici, c'est moins 1/2 de g sur ce truc-là. Le b ici, c'est quoi? Eh ben, c'est tangente alpha. Le c ici, c'est h. D'accord? Donc, vous résolvez eh ben, ce truc-là. Et le x que vous trouvez, vous allez trouver deux valeurs de x. Vous allez toujours trouver une valeur de x positive ici, qui représente votre portée. Et vous allez trouver une valeur de x négative. Et vous direz, évidemment, je suis du côté droit. Donc, la solution à retenir, c'est la valeur positive. Ok? Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie avec cos et sin, allez sur mon compte, regardez la vidéo sur laquelle il y a marqué Mecha. Vous allez retrouver le début de cette partie. Tout le début de cette partie, vous allez le retrouver. D'accord? En gros, ici, vous allez sur mon compte. D'accord? J'ai publié déjà les rediffs de ce matin. Donc, la partie Mecha, c'est celle-ci. Regardez pas les vidéos épinglées. C'est la dernière ici, où vous avez lancé le projectile. Vous passez et vous allez retrouver le début de comment je faisais V0 sinus alpha, V0 cos alpha. Ça, je l'ai fait il y a 1 heure à peu près. D'accord? Donc, vous allez revoir ici comment j'ai fait les projections, etc. Donc, allez-y maintenant pour ceux qui sont intéressés par cette partie. Ok. Tami, c'est quoi? C'est la diffraction. Pareil, j'ai fait la diffraction ce matin. Là, faut que je passe à la chimie. Donc, diffraction, vous regardez, pareil, parmi les 2 dernières vidéos où c'est écrit diffraction, donc c'est pas ici, donc c'est celle d'avant, diffraction, interférence, et ben vous avez le tamis qui est juste au milieu là, d'accord? Il est là, le tamis. Donc, vous regardez à 35 minutes à peu près. Ok? Donc, ensuite, maintenant, il faut que je m'occupe des spémates. Donc, les spémates, vous êtes là ou pas, les spémates, déjà? Est-ce que je peux avoir au moins 10 spémates? 10 spémates, au moins. Est-ce que vous êtes au moins 10? Taguez spémates. Taguez, on est là, taguez spémates. Ok, 1, Hugo. Qui d'autre? Il m'en faut au moins 10. 2, 3. Non, ça fait 2, Hugo, 2 fois. Ok. Donc, j'ai 2 spémates, 2 spémates, 3 spémates, 4 spémates, 5 spémates, 6 spémates, 7, 8, 9... 9, 9, 10. Ok. Donc, les spémates. Ici, je vais vraiment vous donner ce que vous devez savoir. Donc, je finis ça avec les spémates. Et puis, ceux qui veulent la chimie, juste après, on va faire que de la chimie. Parce que toute la physique, elle est déjà sur mon compte. D'accord? Que ce soit la thermo, etc. Ok? Donc, je m'occupe des spémates. Donc, ici, les spémates, qu'est-ce que vous devez savoir? Ceux qui sont en physique-chimie, partez pas, d'accord? Vous pouvez profitez-en. Je vais faire à peu près une demi-heure avec les spémates. Okay, donc profitez-en, allez regarder les vidéos qu'il y a sur mon compte, sur la partie physique, d'accord? Je vous ai mis diffraction, interférence, tout ça, allez regarder. Ensuite, revenez dans 30 minutes exactement pour qu'on fasse que la chimie jusqu'à la fin, ok? Donc,
Tu vois, tout ça, convention, récepteur, générateur, c'est déjà sur mon compte. D'accord? Tout ce qui est élec, tout ce qui est physique, allez-y, en fait. Allez-y, vous allez retrouver sur la partie circuit RC, vous allez retrouver ça. Donc, en SPMAT, je vais vous donner, vraiment, soyez concentrés, je vais vous donner que des trucs précis que vous avez besoin de savoir. Donc, je vais commencer par les fonctions, parce que vous êtes quasiment sûr d'avoir des fonctions. Donc, je prends au pif une fonction f de x qui vaut, allez, qu'est-ce que je vais prendre ici x moins ln de 1 plus exponentielle de x. Admettons, on va étudier cette fonction sur R. D'accord? Bon, qu'est-ce que l'exercice va vous demander? Première chose que l'exercice va vous demander, eh ben, c'est de calculer les limites de ce truc. D'accord? Donc, pour calculer les limites de ce truc, faites attention, rédigez bien. Vous avez R, donc vous avez moins l'infini plus l'infini. Vous êtes sûr que vous allez avoir une limite à calculer. Donc là, vous séparez vos termes. Vous avez x et vous avez ln de 1 plus exponentielle de x. D'accord? Donc, vous prenez ici, on va commencer en moins l'infini par exemple. Vous prenez x moins ln de 1 plus exponentielle de x. Donc, vous allez dire ici, donc la limite de x, c'est quoi? Eh ben, c'est moins l'infini. Ensuite, vous allez prendre séparément la limite de ce truc. Donc là, vous avez exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne 0. D'accord? Si ça donne 0, eh ben, ça veut dire que par opération sur les limites, eh ben, la limite de 1 plus exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 1. OK? Et donc, par composition de limites, donc opération sur les limites, par composition de limite, ici, et ben, ln de 1 plus exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, et ben ça, la limite, ça va donner ln de 1, puisque du coup, à l'intérieur, le truc tend vers 1. Et ln de 1, c'est 0. Ensuite, vous récupérez, vous avez moins l'infini, vous avez 0. Donc, la limite du total de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ben, ça va vous donner la limite de x, d'accord, moins l'infini, plus 0. Donc, vous trouvez moins l'infini par opération sur les limites. OK? Donc ça, il ne faut pas que vous puissiez louper ces points-là. OK? Donc ensuite, tac, 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 je vais juste actualiser pour avoir les questions en même temps. Donc là, c'est la limite en moins l'infini. Donc là, je suis en train de faire le futur exo qui va tomber tout à l'heure. Donc soyez bien concentrés, je vais parcourir à peu près toutes les questions. Comment ça, c'est pas 0 vu qu'il y a le moins? Mais du coup, ça fait moins 0. Bon, à la rigueur, vous auriez pu dire que j'ai mis un plus ici. Mais du coup, ça fait moins 0, donc ça ne change pas. À l'intérieur, vous avez ln de 1. OK? Donc ici, maintenant, la limite en plus l'infini. Donc vous faites la même chose. Hein. Vous avez x moins ln de 1 plus exponentielle de x. Donc vous séparez bien vos deux termes pour la rédaction. Là, on est en plus l'infini. Ce truc donne plus l'infini. Donc pour ce truc, eh ben, vous dites limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc par opération sur les limites, limite de 1 plus exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, eh ben, ça, c'est 1 plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Et comme limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, et ben c'est plus l'infini. Et ben comme j'ai ce truc à l'intérieur qui tend vers plus l'infini, je dis par composition de limite, d'accord, par composition de limite, et ben la limite de ln de 1 plus exponentielle de x quand x tend vers, bon là, c'est vrai, je viens de tilter du coup, quand x tend vers plus l'infini, donc vous allez avoir plus l'infini, donc là, vous allez vous retrouver avec plus l'infini, moins l'infini, ok? Donc ici, si je prends f de x, et ben quand vous faites la synthèse, hop, 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 donc lorsqu'on va faire la synthèse ici, vous aurez plus l'infini, moins du coup l'infini ici, ok? Donc là, vous allez tomber sur une forme indéterminée. Donc là, vous allez faire quoi? Eh ben, vous allez me faire une jolie factorisation, d'accord? Donc ici, bon, je pense que si vous avez ça, l'exercice vous fera faire la factorisation avant, mais vous mettez x en facteur ici. Donc, vous allez vous retrouver avec 1 moins ln de 1 plus exponentielle de x ici sur x, ok? Donc, là, tac, 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 bon, je vois, je regarde. Donc ici, on est en plus l'infini, donc ça va donner tac, tac, x moins x, 1 moins 0, ça va vous redonner une forme indéterminée, tchouk, 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 tchouk. Je regarde, hein.
tac, tac, tac. Oui, oui, même si vous faites par... Tac, tac, tac. Parce que là, par croissance comparée, vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez faire là? Sauf que là, vous avez une exponentielle à l'intérieur. En fait, ici, le truc, c'est que si vous regardez en plus l'infini, ce qui se passe, le terme dominant à l'intérieur, eh ben, 1 plus exponentielle de x est équivalent en fait à exponentielle de x. Donc, si vous prenez votre logarithme, ce truc-là, en fait, va être équivalent, il va se comporter grosso modo comme ln de exponentielle de x. D'accord? Donc ça donne à peu près x. Donc, c'est ce qui m'embête parce que ça, ce truc, en fait, est équivalent à 1 sur x moins x. Et en fait, ça va donner 0. Le problème, c'est que vous avez un truc ici en plus l'infini. Donc, il faudrait faire un développement limité. Donc, je pense pas que vous ayez à le faire. Je sais pas si vous m'avez suivi. Mais du coup, on va passer cette partie limite. D'accord? Bon, j'ai mis une fonction au pif, hein, donc je savais pas qu'on devait utiliser un truc plus compliqué. Mais vous aurez une limite plus simple en plus l'infini. D'accord? Bon, vous avez compris le principe. Vous aurez un truc plus simple. Vous faites votre factorisation. Tranquille, ça va passer. Ok, donc je prends la question d'après les limites. Je ne vais pas vous embrouiller à faire des développements limités maintenant. Donc une fois que vous avez calculé les limites, donc on va admettre que votre fonction ici elle tend, bon peu importe. Donc on reprend la fonction ici. Donc après le calcul de limite, on va passer, tac tac tac, on va passer aux dérivées. D'accord? On vous demandera de calculer la dérivée de cette fonction. Ok? Donc pour la dérivée de cette fonction, donc voilà, je vous refais la dérivée rapidement. La dérivée de x, c'est 1, et ensuite vous avez le signe moins, et là vous avez la dérivée de ln de u. D'accord? Donc la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc votre u, il vaut quoi ici? Votre u, il vaut 1 plus exponentielle de x. D'accord? Donc, votre u', il vaut quoi? Il vaut exponentielle de x. Donc, quand vous faites u' sur u, eh ben, vous aurez exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. D'accord? Vous aurez exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Donc, ensuite, vous réduisez tout ça au même dénominateur. Donc, ça vous donne 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Donc, vous allez trouver votre dérivée qui vaut, par exemple, 1 sur 1 plus exponentielle de x. D'accord? Donc après, on va vous demander quoi? D'étudier le signe de ce truc. En général, vous allez avoir des trucs qui sont clairement positifs. D'accord? Par exemple, le dénominateur, en général, ça va être un truc qui est clairement positif. Et vous avez ici le numérateur. Donc là, le numérateur est clairement positif. Donc ça nous arrange, le tout est clairement positif. Donc ça veut dire que notre fonction f, eh ben, elle est croissante. Ici, d'accord? Notre fonction f, elle est croissante. Donc, ça veut dire quoi? On fait un tableau de variation rapide. Donc, on a x, on a moins l'infini plus l'infini. OK? Donc, on a f' de x. Donc, on a trouvé que c'était toujours positif. Et on a f de x. Hop, donc en moins l'infini, on avait trouvé quoi comme limite? On avait trouvé moins l'infini. Ok, donc la fonction est croissante. Je pense que si vous achevez le développement limité, on doit trouver ici plus l'infini comme limite. D'accord? Donc là, l'exercice vous dira sûrement, si vous avez cette fonction, on admettra que la limite vaut plus l'infini. D'accord? Si l'exercice ne vous demande pas le domaine de définition, là, moi je vous ai dit au début, on travaille sur R. D'accord? Si l'exercice vous dit on travaille sur R, vous ne posez pas de questions. D'accord? On travaille sur R, et ben, vous y allez directement. Donc votre dérivée, elle est bien définie sur R, etc. Ok, donc là, c'est sur le tableau de variation. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le tableau de variation, oui, on est en train de faire des maths. On vous dira, donc avec ce qu'on a ici, suivez bien, donc ça, c'est les questions que vous allez avoir pour ceux qui vont passer cet après-midi. Donc, on vous demandera, par exemple, de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique sur R. Admet une solution unique alpha sur R. Ok, donc pour cette question, si vous ne travaillez pas sur R, vous aurez les bornes ici. Si vous n'avez pas R, vous aurez soit 0 plus l'infini, soit moins l'infini 0. D'accord? Donc là, vous faites le TVI très bien. Donc ici, vous pensez bien à me sortir le mot-clé TVI. Votre fonction, elle est strictement croissante ici. D'accord? Elle passe de moins l'infini à plus l'infini. Donc évidemment, j'ai un petit 0 ici. D'accord? Donc pour le TVI, c'est dans la ligne d'en dessous qu'il faut regarder. Ok, donc vous passez en dessous, elle est continue, oui, merci. Donc votre fonction, elle est continue, strictement croissante. Ok, donc ici, hop, donc forcément, il va passer par 0, vu qu'elle passe de moins l'infini à plus l'infini. Et là, on va avoir un alpha.
Si vous ne travaillez pas sur R, l'exercice vous donnera le domaine de définition. Dans les exos du bac, on ne vous demande plus de trouver le domaine de définition. Soit on vous dira 0 plus l'infini, 1 demi plus l'infini, mais en général, on vous le demande. D'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une question où on demande justifier qu'elle est continue. Non, voilà, vous n'aurez pas. Vous dites elle est continue comme somme de fonctions, comme somme et composée de fonctions continues. D'accord? Quand vous faites le TVI, pour la partie continuité, hein, en général, vous dites somme et composée de fonctions continues. D'accord? Somme composée ou rapport. D'accord? Ou rapport ou produit de fonctions continues. Mais voilà, vous n'avez pas plus de justification. Oui, elle est monotone, c'est ce que je dis, elle est strictement croissante. D'accord? Donc ici, ce que vous allez faire, hein, donc vous dites bien, pour la partie continuité, 1 plus exponentielle de x c'est continu, ln de x c'est continu, par composé de fonctions continues avec des fonctions continues, ça reste continu, on fait des sommes de fonctions continues, c'est continu, bref, d'accord? Vous dites somme, si vous avez des fractions, vous dites par rapport de fonctions continues, en tout cas, vous n'avez pas de démonstration à faire. Ok, je vous remets les pages d'avant pour ceux qui veulent screen. Prenez pas celle-ci. Bon, celle-ci, j'ai donné une fonction au pif, hein, donc je savais pas il nous faudrait un petit DL pour trouver la limite. Ici, bon, vous pouvez prendre quand même parce que vous avez cette partie qui peut vous intéresser. D'accord, donc là, je vous laisse screen. Ensuite, vous avez donc la dérivée. Vous aurez ces questions-là. Ça, c'est quasiment sûr que vous allez les avoir. D'accord? Donc, retenez bien, hein, quand on dit TVI, somme de fonctions continues, strictement monotone ici, vu qu'on veut une seule solution. D'accord? Donc, retenez bien. C'est bon, on peut passer à la suite. Donc là, maintenant, on peut vous demander de faire un encadrement de alpha. D'accord? Moi, ce que je vous recommande, si on vous demande un encadrement de alpha, vous pouvez tracer à la calculatrice. D'accord? Tracez votre fonction ici à la calculatrice et puis regardez à peu près où ça passe par 0. Vous zoomez, comme ça, vous trouvez un encadrement, macroscopique. Ensuite, vous pourrez faire un tableau de variation. D'accord? Mais on peut vous demander d'encadrer alpha. J'espère que tout le monde est au point là-dessus. OK? Donc maintenant, on va passer convexité. Donc ici, vous avez f' de x qui vaut 1 sur 1 plus exponentielle de x. Et ben, on peut nous demander ici, d'accord, d'étudier la convexité. Donc pour étudier la convexité, le plus simple, d'accord, vous faites la dérivée seconde. Donc là, on va calculer la dérivée seconde. Ok, donc là, on est de la forme 1 sur u, donc la dérivée de ce truc, c'est moins u' sur u carré. Donc 1 sur u, le u ici vaut 1 plus exponentielle de x, le u' vaut exponentielle de x. Donc là, ça va donner moins u', exponentielle de x, sur u carré. Donc 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Ok? Donc, ce truc au dénominateur est positif, exponentielle de x est positif, comme j'ai un signe moins, eh ben, le tout ici est négatif. D'accord? Donc, vous avez f seconde de x qui est inférieur à 0. Ici, pour ceux qui veulent la physique, hein, vous revenez dans 20 minutes à peu près. Ok? Je prends quand même les spémat. Donc f seconde, je sais que vous avez plus de galères en physique, mais du coup, je fais quand même un petit interlude pour tout le monde. Donc vous avez f seconde qui est négative, donc la fonction est convexe, d'accord? Enfin, la courbe est convexe, du coup. Voilà. Donc, la courbe CF est concave, qu'est-ce que je dis? Concave, d'accord? C'est inférieur à 0, donc est concave sur R, d'accord, vu qu'on est en train de travailler sur R. Donc, voilà. Ensuite, je vous donne... Si, c'est concave, hein. J'ai corrigé. J'ai vos commentaires en décalé, je pense. Donc, ici, maintenant, je vous redonne tout ce qui est équation de tangente, etc. D'ailleurs, on peut vous demander de faire la petite conclusion. Non, là, il n'y avait pas. Donc, je vous rappelle juste, si jamais... Donc là, je fais une micro-pause parce que c'est des points gratuits, je veux quand même vous les donner. Lorsque vous calculez les limites ici, je vous rappelle, hein, en termes d'asymptote, ce qui se passe, là, c'est des points que je veux que tout le monde prenne en termes d'asymptote. Si vous calculez la limite quand x tend vers un réel a de f de x et que vous trouvez plus ou moins l'infini, d'accord? Donc, alors ici, vous avez une asymptote verticale, d'accord? Une asymptote verticale d'équation x égale a. Conclusion, vraiment point gratuit. Si au contraire vous avez une limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x
et que vous trouvez un réel B, alors là, vous avez une asymptote horizontale. Horizontale d'équation y égale B. D'équation y égale B. Ok, donc maintenant ici, qu'est-ce qui va se passer? En plus, voilà, moi je vous donne les trucs graphiques là, d'accord? Parce que c'est possible que vous ayez ces trucs-là. Donc c'est vraiment des points à aller chercher. Donc on va le faire ensemble, d'accord? Comme ça, si vous l'avez dans 1h30, eh ben, vous serez bien content. Donc ici, parfois, on peut vous donner un graphe comme ça. Donc vous avez, admettons, allez, voilà, une courbe comme ça par exemple, ok? Et ici, on vous met un petit point A. Et là, vous avez Y, enfin vous avez, oui c'est ça, vous avez Y, vous avez X, vous avez vos graduations ici, tac, 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 hop, 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 vous avez votre 1, 2, 3, 4, d'accord? Et on vous dit, que semble montrer le point A? Au point A ici, qu'est-ce que vous semblez voir au point A? Qu'est-ce que la représentation de la courbe? Voilà, très bien. Donc ici, vous avez un changement de convexité, vous répondez point d'inflexion. Ok? Donc je vous rappelle, point d'inflexion est caractérisé par le fait que f seconde s'annule. S'annule. Et c'est quoi la suite? F seconde s'annule. C'est quoi la deuxième condition? La suite ici, hop, j'attends. Pour avoir un point d'inflexion, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Très bien. En changeant de signe. OK? Ensuite, du coup, on va vous demander, par exemple, de déterminer, imaginons qu'ici on soit en 5, on vous dit, est-ce que vous pouvez trouver l'équation de la tangente ici? D'accord? Là, c'est Y. On vous dit, est-ce que vous pouvez trouver l'équation de la tangente Y? Là, on fait des maths, là. D'accord? Donc, pour trouver l'équation de la tangente, si vous avez oublié la formule, profitez de la retenir, c'est Y égale F' de A, facteur de X moins A, plus F de A. OK? Le A ici, c'est quoi? Eh bien, c'est le point où on vous demande de calculer la tangente. D'accord? Donc, si jamais je devais faire ça avec la fonction qu'on avait, d'accord? Donc, nous, on travaillait avec cette fonction tout à l'heure, on avait ce truc-là, et on avait la dérivée qui valait 1 sur 1 plus exponentielle de x. Si vous n'avez pas la dérivée, ça veut dire que vous devez calculer la dérivée, d'accord? Alors, vous avez deux questions. On peut vous demander de le faire graphiquement, d'accord? On peut vous demander de le faire graphiquement. Si on vous demande de le faire graphiquement, c'est-à-dire qu'on vous demande de trouver l'expression. Bon, graphiquement, on ne vous demandera pas l'équation. Graphiquement, on vous demandera d'estimer peut-être la dérivée. D'accord? F' de 5. Donc, je vous rappelle que la dérivée, ici, c'est le coefficient directeur de cette droite. C'est la pente de cette droite. D'accord? On peut vous demander de faire ça graphiquement. C'est la pente de cette droite que j'ai représentée. D'accord? Et je vous rappelle pour ça, je vais le faire en bleu, vous prenez deux points, le point B de coordonnées XB, YB, vous prenez le point C de coordonnées XC, YC, et pour avoir le coefficient directeur au point à la tangente en 5, donc je viens de dire qui représente la dérivée, et ben vous faites YC moins YB sur XC moins XB. D'accord? Donc maintenant, ici, d'un point de vue calcul, si on vous demande l'équation de la trajectoire, donc rappelez-vous bien, la formule, c'est ceci. Donc ça veut dire que si on est en 5, eh ben, il faudrait faire f' de 5, facteur de x moins 5, plus f de 5. OK? Donc vous calculez tranquillement f' de 5, f de 5, et puis vous avez votre équation de tangente. La pente, du coup, c'est ce que j'ai expliqué ici. D'accord? Si on vous demande la pente d'une droite, eh ben, vous prenez un point ici, vous trouvez ses coordonnées, par exemple 6 ici, et puis 5 là. Donc vous notez le point B de coordonnées 6, 5, et puis vous prenez le point C, par exemple de coordonnées, je ne sais pas moi, 4,2, et puis 2. Donc vous notez C de coordonnées d'abscisse 4,2, d'ordonnée 2. Ensuite, vous faites exactement le calcul suivant,
vous faites par exemple YC moins YB sur XC moins XB. D'accord? Si vous commencez par YB moins YC, vous ferez en dessous XC moins XB. Donc là, par exemple, ça va donner, eh ben, YC, ça vaut 2, moins YB, pardon, ça vaut 5, sur XC, ça vaut 4,2, moins XB qui vaut 6. D'accord? Et là, vous avez la pente qui correspond aussi à la dérivée. OK? C'est bon, les amis? Donc, ensuite, je vous ai rappelé l'équation de la tangente ici. Donc, avec ça, sur les fonctions, on a quand même fait pas mal de choses. Vous pouvez bien vous en sortir sur les fonctions. Alors, sur la géométrie de l'espace, est-ce que je vous refais quelque chose? Bon, je ne vais pas forcément vous refaire grand-chose. Hein. Je vous rappelle juste l'expression du produit scalaire. A, B, C, vous avez V de coordonnées A', B', C'. Donc, vous voulez calculer U scalaire V. Eh ben, vous avez A fois A', plus B fois B', plus C fois C'. Et si U est orthogonal à V, eh ben, vous avez le produit scalaire qui est égal à 0. OK, et puis on vous demandera en général, c'est quasiment sûr, vous aurez une droite de vecteur directeur U égale ABC, passant par un point A, d'accord, passant par un point A de coordonnées XA, YA, ZA, on vous demandera l'équation paramétrique. Donc là, bah, vous avez X de T, Y de T, Z de T. Ça, c'est sûr que vous l'aurez, d'accord. Donc là, c'est AT plus XA, BT plus YA, CT plus ZA, d'accord. Donc ça, c'est sûr que vous avez un truc comme ça. Ensuite, on pourra vous demander, c'est quasiment sûr, une équation cartésienne, d'accord, une équation cartésienne d'un plan, ici. Donc, je vous rappelle le principe, c'est que vous avez AX plus BY plus CZ plus D égale 0, et les A, B et C ici représentent les coordonnées du vecteur normal. D'accord? Donc, si dans une question, vous avez identifié un vecteur normal de coordonnées 1, 2, moins 3, eh ben, ça veut dire que vous pouvez d'office écrire que ça donne, donc vous remplacez A par 1, vous remplacez B par 2, vous remplacez C par moins 3, donc moins 3Z plus D égale 0. Ensuite, lorsque vous voulez trouver le D, eh ben, il vous suffit de trouver un point appartenant au plan. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez le point B de coordonnées 1, 0, moins 1 qui appartient au plan, et ben vous remplacez les coordonnées ici. D'accord? Donc vous remplacez XB par 1, YB par 0, ZB par moins 1. Vous faites le calcul, du coup vous remplacez par les vraies valeurs qui sont là, et puis vous tirez la valeur de D. D'accord? Et puis vous avez terminé. Comment montrer qu'un vecteur est normal à un plan? Très bonne question, en général vous l'avez. Donc prenons par exemple le plan A, B, C ici. Si on vous demande de montrer que le vecteur n de coordonnées 1, 1, 3 est normal au plan, donc ça, faites attention, hein, je suis peut-être en train de vous dire ce qui va arriver là. Donc vous faites n, vous choisissez deux vecteurs. Si vous avez ABC, bah, vous faites n scalaire AB, vous devez trouver 0, et vous choisissez un autre vecteur, par exemple n scalaire AC, et ça c'est égal à 0. D'accord? Donc ensuite, je vous rappelle juste, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, d'accord, vous faites les coordonnées de droite moins les coordonnées de gauche. YB moins YA, ZB moins ZA. OK? Donc le vecteur n en général, on va vous le donner et on va vous dire vérifier que ce vecteur est normal au plan. Donc ensuite, je vous rappelle, si jamais vous avez ici AB de coordonnées A, B et C, pour calculer la distance AB, c'est racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on vous demandera d'autre en géométrie de l'espace? C'est de trouver, vous m'avez parlé de projeté orthogonal, donc si jamais vous avez une droite D ici qui est orthogonale au plan ABC, d'accord? Donc on vous demandera de trouver les coordonnées du projeté orthogonal. Donc là, ce sera quoi? Eh bien, ce sera le point d'intersection de la droite orthogonale, point d'intersection entre la droite et le plan. D'accord, entre la droite
et le plan. Et pour trouver le point d'intersection, Adèle qui a dit j'ai fait tout en bootcamp de physique hier, tu penses que je peux tout faire aujourd'hui? Quasiment. Ok, donc ici, il faut donc trouver, lorsqu'on vous parle de projeté orthogonal, en général, c'est qu'il faut trouver le point d'intersection d'une droite qui est orthogonale à un plan et du plan. Ok, donc pour faire ça, vous prenez la représentation paramétrique de la droite. Ok, donc AT plus XA de tout à l'heure, vous prenez YT égale BT plus XB, vous prenez ZT égale CT plus, XB plus YA, vous prenez CT plus ZA. Ok, ensuite, vous prenez l'équation cartésienne ici, hop, d'accord, vous prenez votre équation cartésienne, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer le X par cette expression, vous allez remplacer le Y par cette expression, d'accord, donc ça c'est X, ça c'est Y, et vous allez remplacer le Z par cette expression. Ok, donc ici, ça va vous donner, bon, je prends un vrai exemple, hein, donc imaginons que l'équation paramétrique, eh ben, c'était ce truc-là, ZT égale 0, par exemple, et que vous aviez l'équation, donc la représentation paramétrique de la droite D, et vous aviez ici l'équation cartésienne du plan P, par exemple, qui était x moins y plus z plus 1 égale 0. Si vous voulez trouver le point d'intersection de la droite et du plan, donc je rappelle, lorsque la droite est orthogonale au plan, ce point d'intersection, c'est ce qui s'appelle le projeté orthogonal. Et ben en fait, il vous suffit de remplacer x ici par 2t, d'accord? Ensuite, vous remplacez y par 3t plus 1, donc vous mettez bien le signe, hein, moins 3t moins 1. Vous remplacez ensuite z par ce qui est là, donc plus 0. Et ensuite, vous continuez tranquillement avec plus 1 égale 0. D'accord? Après, vous développez, donc ça fait 2t moins 3t plus 1 égale 0. Votre objectif étant de trouver t. Donc là, on va trouver t égale 2. Ok. Ensuite, une fois que vous avez trouvé t, eh ben, vous revenez ici. D'accord? Vous remplacez t par 2. Donc, vous allez trouver les coordonnées du point H, par exemple. Si c'est la droite orthogonale, donc vous trouvez les coordonnées du projeté orthogonal d'un point. Ici, hein, en général, ce sera, vous aurez un point A. Et on vous demandera les coordonnées du projeté orthogonal. D'accord? Donc, ce sera ça qu'il faudra faire. Donc, vous remplacez t par 2, ça va vous donner 4, ça va vous donner 5 et ça va vous donner 0. Remplaçons t par 2. Ok, donc ce qu'on faisait, c'est pour trouver le point d'intersection de ces droites de représentation paramétrique, ceci, et de ce plan. Ok, pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, bah, en fait, il vous suffit de prendre le vecteur directeur de la droite. D'accord? Donc ici, j'ai pris un vecteur normal n, mais si vous avez une droite de vecteur directeur u, admettant, d'accord, vous avez une droite de vecteur directeur u, vous voulez montrer que la droite est orthogonale au plan, et ben vous devez faire u scalaire AB, vérifier que ça donne 0, et faire u scalaire AC, ou u scalaire BC. Vous prenez toujours deux vecteurs. Pour trouver le point d'intersection, donc c'était ça, et c'est les coordonnées du projeté orthogonal. Donc voilà, ensuite je vous rappelle juste l'aire d'un triangle, c'est toujours utile. Donc l'aire d'un triangle, c'est base, angle, c'est base fois. Ok, donc je vous disais, c'est base fois hauteur divisé par 2. En général, hein, ça va, vous ne soyez pas surpris, vous aurez toujours un triangle rectangle ici, hein, c'est toujours comme ça depuis des années. Et là, vous avez A, B, C, d'accord? Donc, pour la base et la hauteur, eh ben, vous prenez les deux côtés de l'angle droit, tout simplement. D'accord? Donc, l'aire de ce triangle que je viens de représenter, ce sera AB fois AC sur 2. Ok? Donc voilà. Ensuite, sur la partie proba, qu'est-ce que je peux vous donner? Je vous rappelle juste hein, des élémentaires. Ici, je pense que vous aurez un truc, voilà, comme ça. Hein, voilà, faut pas. Je pense pas que ce soit un truc qui va différer d'un truc qui ressemble à ça. Ok, bon, je pense que vous êtes à peu près à l'aise
sur la proba, je ne vais pas m'attarder. Je vous rappelle juste que pour une loi binomiale, hein, testez bien vos calculatrices avant. Hein. Donc vous avez k n p puissance k 1 moins p puissance n moins k. Ok. Ensuite, pour une loi binomiale, je vous rappelle que l'espérance, c'est np. Je vous rappelle que la variance, c'est np fois 1 moins p. Ok. Et puis, à tout hasard, je vous rappelle que quand vous avez l'espérance ici de deux variables aléatoires, vous avez e de x1 plus e de x2. D'accord? Donc, au cas où vous avez, je ne sais pas moi, une somme, une moyenne de variables aléatoires, ça peut toujours vous sauver. Ok. Les équadifs, oui, on peut regarder les équations différentielles rapidement. Bon, imaginons que vous aviez, si vous avez cette équation différentielle, eh ben, je vous rappelle que la solution, c'est l'ensemble des fonctions f de x qui s'écrivent sous la forme k exponentielle de ax. Ok, ensuite, ce qu'on peut vous demander, eh ben, c'est trouver l'ensemble des solutions telles que f de 0, je sais pas moi, égale 2. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez la solution générale, vous l'évaluez en 0. Donc, vous mettez k exponentielle de 0, vous mettez c'est égal à 2. Exponentielle de 0, c'est 1, donc vous avez k égale 2. Donc, vous avez trouvé, du coup, les solutions respectant cette condition qui sont sous la forme 2 exponentielle de ax. Ok, donc ensuite ici, si vous avez y' égale ay plus b, et ben là les solutions sont de la forme k exponentielle de ax moins b sur a. Ok, donc voilà. Vous avez ça, vous retenez, vous appliquez. Hein. Si vous avez a, je ne sais pas moi, égale 1, b égale 2, bah vous appliquez la formule. Quoi. Donc vous avez ici k exponentielle de x moins 2 sur 1. Donc la solution ici, bah, ça va être moins 2. Ok, guys. Donc ensuite, ce qu'on peut vous demander, c'est vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle, d'accord? Ça, il faut quand même savoir faire. Si je vous donne, je sais pas moi, ay plus b, je vous dis hein, n'importe quoi. Vérifiez que la fonction que je vous ai donnée tout à l'heure est bien solution. Est-ce que vous pouvez vérifier que ce truc est solution? Eh bien, en fait, vous devez juste réécrire votre équation différentielle avec la fonction qu'on vous donne. Donc, c'est-à-dire que vous devez vérifier qu'on a cette égalité-là. D'accord? Donc, vous dérivez ce truc à côté, vous venez le remplacer ici, vous faites a fois f de x plus b, et vous voyez si vous avez bien la même chose de part et d'autre. D'accord? Pour les primitives, je vous recommande de vous rappeler des dérivées. D'accord? Vous vous rappelez des dérivées, vous retrouverez les primitives. Par exemple, la dérivée de exponentielle de u, eh ben, c'est u' exponentielle de u. Eh ben, donc, dans l'autre sens, je retiens la primitive. Si la dérivée de u puissance n, ici, eh ben, c'est n u' u puissance n moins 1, eh ben, dans l'autre sens, j'ai la primitive. D'accord? On pourra faire passer au rang n plus 1. D'accord? Donc, je pourrais dire, ici, je vais passer un cran plus loin. Par exemple, là, je vais mettre u n plus 1 prime. Donc, là, je vais faire n plus 1, u' u puissance n. D'accord? C'est la même chose. En général, après, vous allez tirer ça. Donc, vous allez vous rappeler que la primitive, ici, c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Ok, pour la trigo, si vous avez de la trigonométrie, honnêtement, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous aurez que quelques questions, mais déjà, vous devez vous rappeler de votre cercle trigonométrique. Là, vous avez, bon là j'ai plutôt fait une ellipse trigo, hein. Là, vous avez cos, là, vous avez sinus. Il faut vous rappeler des valeurs remarquables, d'accord? Donc, vous avez ce petit tableau ici, hein, je ne vais pas le finir, mais vous avez vos cos, il faut les connaître. Hein. Si vous avez pi tiers, pi demi, pi quart, donc vous pouvez aller regarder les valeurs que ça fait, pi sixième, donc il faut connaître le cos, le sinus. Vous avez 1 demi, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, pardon, là c'est en pi demi, je croyais que c'était en pi quart.
Donc ici, vous avez plutôt ici racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Là, vous avez racine de 3 sur 2. Ici, vous avez 1 demi. Et en pi demi, le cos de pi demi. Donc vous regardez ici, ça vaut 0. Le sinus, ça vaut 1. Et puis vous pouvez prendre pi, etc. Donc il faut savoir à peu près comment placer sur le cercle trigonométrique. Et puis je pense que vous pourrez avoir des équations. En fait, vous avez besoin de savoir ça pour pouvoir résoudre des équations. Mais peut-être on peut vous donner une équation, une petite équation trigo, mais je ne suis pas très sûr que ça tente. Ok. Votre picard, il est comme ça. Bon, donc on finit. Je vous fais un petit rappel sur les intégrales. Ensuite, ceux qui sont spé physique chimie, après on va faire des petits rappels de chimie pour finir. Donc la dérivée de cos c'est moins sin, ici, la dérivée de sin c'est cos, et vous primitivez l'inverse, d'accord? Si vous faites la primitive de sinus c'est moins cos, la primitive de cos c'est sinus. Ok? Donc, voilà, une petite suite d'intégrales. Bon, allez, why not? Donc, on va essayer quand même d'aller... je ne vais pas tout détailler, hein. Grosso modo, faut se rappeler de comment faire une IPP. Bon, admettons que je vous prenne ce truc, on ne va pas aller très loin, entre 0 et 1, et que je vous pose la suite de fonctions associées, xn exponentielle de x. En général, on vous demandera de commencer par calculer I0, par exemple, d'accord? Donc là, le principe, c'est que je remplace n par 0. Donc là, vous avez x puissance 0 exponentielle de x dx. Et donc là, vous allez retrouver exponentielle de x dx. Donc la primitive de expo, c'est expo entre 0 et 1. Donc là, par exemple, on trouve expo moins 1. Okay, en général, ça va être ça, la première question. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre là-dessus? On peut vous demander de calculer I1 en faisant une IPP. Donc là, vous remplacez n par 1. Vous avez x exponentielle de x dx. D'accord? Donc si vous avez un polynôme ici, posez plutôt votre IPP de sorte à dériver le polynôme. D'accord? Je ne pense pas que vous aurez un truc plus compliqué que ça. D'accord? Donc dérivez plutôt la partie x ou la partie x puissance n. Ok, donc là, ici, si vous faites cette IPP, vous posez u égale x, u' égale 1, et ensuite vous primitivez votre partie exponentielle ici, comme ça, quand vous allez multiplier dans l'intégrale, vous allez avoir exponentielle de x. D'accord? Donc là, vous allez vous retrouver avec intégrale, pardon, je suis en train de faire l'IPP. Donc là, vous allez vous retrouver dans les crochets avec les trucs où il n'y a pas de dérivée. Donc, je vous avais déjà donné mon moyen mnémotechnique. Entre 0 et 1, moins l'intégrale ici de la deuxième ligne, donc de l'exponentielle de x dx. Donc c'est plutôt sympa. On a retrouvé une intégrale qui est plus simple. Et puis on peut faire le calcul. D'accord? Vous mettez les u de x partout. Moi, je suis pressé. Ok, donc après, derrière, on va vous demander, par exemple, de aller justifier que votre intégrale ici, elle est positive, par exemple. D'accord? Donc là, vous utilisez le théorème de positivité de l'intégrale. Vous avez xn exponentielle de x. Ce truc est positif, donc lorsque je passe à l'intégrale, mon intégrale aussi, ici, reste positive. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourra vous demander? On peut vous demander, bon, ça revient souvent, d'exprimer IN en fonction de IN plus 1, par exemple. D'accord? On peut vous demander ça. Ici, oui, vous avez les bornes dans le bon sens. Ok, donc si on vous demande par exemple ici d'exprimer IN en fonction de IN plus 1, donc je vous rappelle, vous avez IN qui vaut intégrale de 0 à 1 de xn exponentielle de x dx, donc c'est comme vous voulez, d'accord? Vous pouvez partir de IN plus 1 ou partir de IN. Donc si vous partez de IN, vous devez retrouver le n plus 1, donc il faudra primitiver ça.
Ok, donc par exemple, vous pourrez prendre V', allez, je vais mettre les X ici. Donc vous prenez la primitive de ce truc-là, comme ça vous retrouvez avec le rang d'après n plus 1. Et ensuite, vous dérivez ici votre exponentielle, d'accord? Donc la dérivée de l'exponentielle ne change pas. Comme ça, lorsque je mets tout ça sous l'IPP, donc dans les crochets, j'ai les trucs sans prime, d'accord? Donc j'ai 1, n plus 1, exponentielle de x, x puissance n plus 1, entre 0 et 1, vous avez le moins, et dans l'intégrale, vous avez la deuxième ligne. Donc vous avez 1 sur n plus 1, xn plus 1, exponentielle de x dx. Ok, donc ici, vous avez, bon, vous faites le calcul ici, hein, donc vous allez retrouver 1 sur n plus 1 fois e, moins, donc là vous sortez en général votre facteur ici, et vous allez vous retrouver avec intégrale de xn plus 1 exponentielle de x dx, et ce truc, ce sera in plus 1. Ok. Donc là, c'est IN. J'essaie de vous donner quelques billes quand même assez rapides, on a plus trop le temps. Voilà, j'espère que ça vous a quand même remis les idées en place sur la partie géométrie, sur la partie... bon, on n'a pas fait les suites, c'est vrai. Suite, retenez plutôt, hein, je pense que vous allez avoir besoin d'utiliser théorème de convergence monotone. Donc, à tous les coups, vous allez en avoir besoin. Donc, je vous rappelle, si jamais à un moment donné, on vous parle de convergence, vous travaillez avec une suite, que ce soit une suite d'intégrales, etc., et on vous demande de montrer que votre suite converge. Ok? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Hop, la page précédente, on est ici. Ok? Donc, vous devez dire ici que votre suite, elle est... soit elle va être majorée ici. Donc majorée, je vous rappelle, hein, ça veut dire qu'elle admet un majorant. Donc votre suite, appelons-la UN. D'accord? Donc pour tout entier, elle est plus petite qu'un réel ici M. Donc pour tout N. Ok? Donc elle est majorée et elle est croissante. D'accord? Elle est croissante, donc elle converge. Okay, donc ça veut dire que ici, en fait, mentalement, vous vous représentez une suite qui ne dépasse jamais une valeur m, mais votre suite, elle croît tout le temps. D'accord? Elle croît tout le temps, donc forcément, si elle continue de croître, et bah, au bout d'un moment, on admet qu'elle va tendre vers une limite. Okay? Et la limite est telle qu'elle est toujours plus petite que le majorant. D'accord? Rien ne nous garantit que la limite est égale au majorant, mais on sait qu'elle est plus petite que le majorant. Dans l'autre sens, vous avez, si votre suite est minorée, c'est-à-dire que vous avez ici votre suite qui est toujours au-dessus d'un réel m et décroissante, ici, donc votre suite converge. Dans les deux cas, la conclusion, c'est que la suite converge, d'accord? Donc je vais vous montrer après comment trouver la limite dans la plupart des cas. Donc votre suite, ça veut dire qu'elle a une tête en général qui est comme ça. Bon, j'ai un peu abusé, mais en fait, vous allez avoir... Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Ici, souvent, c'est la suite est juste positive, en fait. D'accord? Donc, faites bien attention. Quand votre suite est... quand vous écrivez ce truc-là, ça veut dire que la suite est minorée par 0. Le loupez pas, hein, celui-là. La suite est minorée par 0. D'accord? Donc, si vous travaillez avec une suite pour laquelle on vous a juste dit qu'elle est positive, ensuite, vous avez démontré qu'elle est décroissante. Pour démontrer qu'une suite est décroissante, la solution la plus simple, ou croissante, vous calculez un plus 1 moins un. Si ça, c'est positif, alors votre suite, elle est croissante. Sinon, donc si c'est négatif, elle est décroissante. OK? Donc, ensuite, ici, votre suite... elle est décroissante et elle est minorée. Là, par exemple, j'ai représenté une suite qui est minorée par 0. Alors, elle converge, d'accord? Et la limite est toujours supérieure au minorant. OK? Donc maintenant, comment vous allez faire pour déterminer la limite? En général, vous allez avoir ici
une fonction qui a une tête, par exemple ça. On va vous introduire une suite un plus 1 comme étant f de un, c'est-à-dire par exemple un sur 1 plus un. On va vous faire travailler exactement, c'est le théorème du point fixe. On va vous faire travailler ici sur la fonction, sens de variation, voilà, et puis quelques détails ici. Et après, une fois que vous avez montré que votre suite converge, et ben vous dites la limite vérifie f de L égale L. Vous pouvez citer le théorème du point fixe. Donc ici, par exemple, eh ben, ça va nous donner donc un plus 1. Bon, ici, donc, vous avez un f de L égale L. Donc, vous avez L plus 1 sur L égale L. OK? Et puis, donc, vous résolvez ce truc-là. Donc, par exemple, ici, vous allez trouver L égale 0. OK? Donc, voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre la rediff parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà fait que du coup, vous risquez peut-être de me redemander. Donc, je vais juste... est-ce que je vais avoir le temps? Je voulais bien couper pour vous mettre la rediff. Et puis, je dois passer en chimie. Est-ce qu'il y a des gens là qui font physique-chimie? Là, je vais finaliser les révisions avec la chimie. Vous êtes là ou pas? Qu'il y a des gens qui font de la chimie là. Ok. Ok, vous voulez qu'on révise un peu de chimie? Je pense que j'aurai pas le temps de mettre la rediff parce que du coup, quoique, est-ce que j'aurai le temps? Bon, allez, vous démarrez dans combien de temps là? Je voulais bien réviser avec la chimie. Vous démarrez dans combien de temps? Il y en a qui disent 20 minutes. Vous devez rentrer dans la salle dans 20 minutes, là. 25 minutes. Ok. Bon, j'aurai pas le temps de mettre la rediff, mais pour ceux qui sont en maths, je mettrai la rediff pour le lendemain. Donc, bon, vous voulez quand même que je tente la rediff? Comme ça, vous pouvez regarder à côté. Bon, allez. Donc, je vais vous mettre la rediff. Ok, donc je vais juste... raccrocher le live rapidement, je vous mets la rediff, ça devrait normalement me prendre, allez, 5 minutes, d'accord? Ça devrait me prendre 5 minutes. Je vous la pose pas, non? Décidez-vous. Non, ok, vous êtes plutôt pas chaud, ok. D'accord, donc allez, on part réviser un petit peu la chimie. Qu'est-ce que vous voulez revoir en chimie? Vous voulez revoir quoi? Diagramme de prédominance. Ok, on fait... ok. Pour ceux qui veulent le nucléaire, il est déjà... il est allé sur mon compte. J'ai posté une rediff sur le nucléaire. La chimie orga, tableau d'avancement, ok. Bon, je vous rappelle, allez, on va faire en vrac ici les formules. Donc, vous devez vous rappeler que C égale N sur V. Vous devez vous rappeler que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire, d'accord? Vous devez vous rappeler que pour un gaz, c'est le volume sur le volume. Ok, donc ensuite je disais, vous devez vous rappeler que pour un gaz, c'est le volume sur le volume molaire. Rappelez-vous que la masse volumique, c'est la masse sur le volume, que la densité, c'est la masse volumique de votre solide ou de votre liquide, divisé par la masse volumique de l'eau. Donc je vous rappelle, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que vous devez savoir en chimie? Si jamais vous avez du... Voilà, allez, je vais vraiment faire en vrac. Vous avez du Beer-Lambert, d'accord? Vous avez l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Je vais vraiment faire au pif, hein, je vais passer des piles, je vais vraiment... je vais vous donner quelques billes. Vous avez ici, admettons, votre absorbance est fait comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous demandera? On peut vous dire à quelle longueur doit-on régler le spectrophotomètre. Donc vous venez toujours prendre le maximum ici et vous dites que c'est à cette longueur d'onde ici qu'on doit régler le spectrophotomètre.
On vous demande ensuite quelle est la couleur de la solution. Ok, donc vous faites quoi? Vous venez sur votre cercle chromatique, vous placez lambda max, et puis la couleur de la solution, eh ben, c'est la couleur complémentaire ici. Ok, on vous fait un étalonnage, admettant. Donc on vous donne plusieurs valeurs ici. Donc vous avez l'absorbance en fonction de la concentration. Donc on vous donne une absorbance, une concentration, une absorbance, une concentration, etc. Et puis on vous dit, est-ce que ça vérifie la loi de Beer-Lambert? Donc là vous dites, la loi de Beer-Lambert c'est K fois C. Donc si je représente l'absorbance en fonction de la concentration avec les valeurs qui m'ont été données, si je trouve une droite comme ceci, d'accord, avec les valeurs qui m'ont été données dans mon tableau, d'accord, donc vous imaginez ici, vous dites c'est une droite, donc en général vous allez trouver une droite, donc vous dites c'est OK. Et la pente de cette droite ici, c'est K, c'est votre coefficient K qui vaut, je vous rappelle, epsilon fois C, epsilon, coefficient d'extinction molaire, L, largeur de la cuve. Bon, en général, ça va se limiter à vérifier que c'est une droite. Maintenant, si vous avez une solution de concentration inconnue, donc en général c'est ça, de concentration C0, dont vous avez mesuré l'absorbance qui vaut par exemple 2,3, et bien pour déterminer C0, vous venez sur votre graphe ici, vous placez l'absorbance, donc imaginons 1, 2, vous placez 2,3 tranquillement, hop, et puis vous venez trouver ici la valeur de la concentration C0. D'accord? Donc, maintenant, allez, on change de chapitre. Donc, je vous rappelle, si vous avez un truc de synthèse en vrac, qu'est-ce que vous devez savoir faire? Vous devez savoir entourer des groupes caractéristiques. D'accord? Donc, imaginons, vous avez... je vous donne un truc... allez, vraiment, je fais au pif. Hein. Vous avez ici un truc OH. Vous avez... continuons même... vous avez ici... Bon, allez... par exemple, vous avez OH ici, on vous dira entourer les groupes caractéristiques. Donc, celui-ci, c'est carboxyle. D'accord? Ça, c'est les groupes caractéristiques. Celui-ci, c'est hydroxyle. OK? La famille fonctionnelle associée. Ça, donc ici, c'est la famille. Donc, ça, c'est un alcool. Et ça, c'est un acide carboxylique. Acide carboxylique. Ok. Ensuite, on pourra vous demander de faire une formule semi-développée à partir de cette formule topologique. Donc, le but, c'est que les pointes ici, vous les remplacez par des atomes de carbone. D'accord? Tous les points que j'ai mis ici, vous les remplacez par des carbones. Et je vous rappelle, le carbone a 4 liaisons autour. D'accord? Donc, vous remplacez par des carbones. Donc, ici, bah, vous mettez C, vous remettez la liaison OH, vous remettez C, vous mettez C, vous mettez C, O, OH. Ensuite, vous complétez avec des hydrogènes. D'accord? Vous complétez avec des hydrogènes de sorte à avoir 4 liaisons. D'accord? De sorte à avoir 4 liaisons. Donc ici, par exemple, vous avez une liaison. Donc, vous complétez 3 hydrogènes. Ici, vous avez 3 liaisons. Donc, vous complétez un hydrogène. Ici, vous en avez 2. Donc, vous en complétez 2. Ici également. Ici, vous en avez déjà 4. D'accord? Donc, ensuite, souvent, on vous demande... lorsqu'on fait une synthèse, on vous dira de citer quelques facteurs cinétiques, d'accord, qui sont mis en jeu. On vous donne un petit protocole de synthèse et on vous dit citer quelques facteurs cinétiques. Donc, en général, vous allez avoir la température. Donc, regardez bien, vous avez ça. Et si jamais vous voyez la phrase « on rajoute tel réactif en excès », d'accord, ça veut dire qu'on joue sur le facteur cinétique concentration. D'accord? Là, on joue sur le facteur cinétique concentration. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore vous demander? Bon, après, voilà, vous devrez... Bon, allez, on va faire titrage rapidement. Titrage. Pour le schéma de Lewis, vous éclatez juste toutes les liaisons qui sont ici. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de CH3, vous mettez comme ça, H, H. Au lieu de CH, vous mettez le H ici. Donc, le O, vous lui remettez ces deux liaisons. D'accord? Donc, la liaison OH1, je vous rappelle, elle est en fait comme ça. OK? Et ici, ça va en général vers un atome de carbone. D'accord? Vous éclatez tout ça. D'accord? Donc, le CH2, vous mettez H ici, vous mettez H. Et puis, vous aviez un autre C ici. Donc, là, vous mettez bien O avec ces deux liaisons. Et le OH ici, vous lui mettez comme ça avec son hydrogène.
D'accord, schéma de Lewis. Donc, ok, KAP, PKA, vous m'avez demandé. Donc ici, force acide base. Donc, je vous rappelle la définition d'un acide selon Brønsted, espèce chimique capable de céder. D'accord, donc n'oubliez pas ça. Cède H+. Ça, c'est selon Brønsted. Base, ici, capte H+. Ok, donc pour un acide base, par exemple AH/A-, ici, eh ben, vous avez une constante d'acidité associée. Okay, plus Ka est élevé, plus l'acide est fort. Donc vous avez un Ka et vous avez un pKa qui est associé, avec pKa qui vaut moins log de la constante d'acidité. Le diagramme de prédominance ici, comment vous faites pour le tracer? Donc vous mettez le pKa, ici, donc ça c'est un axe de pH. À gauche, ici, c'est toujours l'acide. D'accord, c'est toujours l'acide. À droite, c'est toujours la base. D'accord. Si on vous demande à tout hasard de dire quelle est l'espèce, si on vous demande de dire quelle est l'espèce prédominante à pH égale 10, et que vous avez par exemple pKa égale 4,6, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous placez le pH, donc il vaut 10, donc il est après le pKa, donc il est ici. Donc vous placez 10, donc l'espèce qui va prédominer, c'est votre base. D'accord? Donc, ensuite, si jamais vous faites un titrage, je vous rappelle, titrage, si vous avez un titrage colorimétrique, le titrage colorimétrique, eh ben, c'est du coup un titrage qui va avoir, alors vous avez deux cas, hein, soit on va jouer sur la couleur des espèces chimiques, mais là je vais plus parler d'un titrage avec un indicateur coloré. Ok, si vous avez un indicateur coloré, sur le choix de l'indicateur, vous devez avoir la zone de virage proche du pH à l'équilibre. D'accord? Enfin, du pH à l'équivalence. Ok. Donc, ensuite, les chapitres d'électricité, regardez sur mon compte. Il y a la rediff électricité thermo, allez sur mon compte directement. D'accord? On était en live ce matin, on a fait ces chapitres, vous allez voir les rediffs. Ok, donc ensuite, je vous rappelle ici comment déterminer l'équivalence. Donc pour ici, titrage acide-base, bon, ça, on a vu. Donc vous avez l'évolution de votre pH en fonction du volume de votre réactif titrant ici. Donc vous avez un truc qui a cette tête-là. Bon, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Vous avez le pH à l'équivalence ici, vous avez le volume à l'équivalence. D'accord? Ou vous avez la dérivée ici qui a grosso modo cette tête-là. Et vous prenez au milieu ici le point d'intersection. Ok, sur pile, ok, si jamais vous avez une pile. Tac, donc, sur la pile, hop, allez, bon, je vous emmène dans la fiche exercice, ça va aller plus vite pour moi. Plutôt que de refaire les dessins de la pile, donc on est fiche exercice 3. Non, 4. Ok, donc sur la pile, l'électrolyse, allez, on fait souvent la pile, on va regarder un petit peu d'électrolyse. Souvent, vous me demandez c'est quoi la différence entre la pile et l'électrolyse, d'accord? Donc la différence, en fait, souvent, elle est écrite ici, d'accord? Là, vous voyez, on a un énoncé, bah, vous voyez ici que c'est une électrolyse. Lorsque c'est une électrolyse, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va imposer ici le sens du courant électrique. Donc ça veut dire que ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le plus, il est mis... enfin, vous avez votre générateur avec la borne positive qui est déjà imposée et la borne négative qui est déjà imposée. Ok? Donc ensuite, regardons un petit peu les questions qui sont là. Donc là, on est dans la fiche exercice numéro 4. Donc on vous dit ici, on est en train de faire de l'électrolyse. Donc, on veut, en fait, on a une pièce ici,
on a une électrode en nickel, et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enlever le nickel qui est là et venir recouvrir la pièce qui est là de nickel. D'accord? C'est ça le but de l'exercice. On nous dit pourquoi la pièce à recouvrir est-elle reliée au pôle négatif du générateur, ici. Donc, ensuite, on nous dit constitue-t-elle l'anode ou la cathode? Pourquoi l'électrode reliée au pôle positif du générateur est-elle en nickel? Ensuite, sur la durée d'électrolyse, etc. Donc, on va regarder ici les petites recommandations que je vous fais là-dessus. Donc, je vous ai dit, bon, voilà, donc la différence entre l'électrolyseur et la pile est que l'électrolyseur impose le sens de circulation des électrons. D'accord? Donc, notons que le courant sort toujours par la borne positive. Or, le sens de circulation du courant est contraire à celui des électrons. Donc, on en conclut que les électrons sortent de la borne négative pour arriver sur la pièce à nickeler. OK? Donc, ici, ensuite, on a dans le cadre de notre exercice, la solution électrolytique contient des ions Ni2+. Donc, on avait du Ni2+, ici. Bon, là, je vous fais vraiment un exo en accéléré. Hein. Imaginons que vous avez de l'électrolyse, vous tombez là-dessus, banger pour vous. Donc, vous avez Ni2+, en fait, dans la solution électrolytique. Et on vous disait... ok, donc, comme on avait expliqué ici que les électrons... Voilà, c'est ça exactement. Tac, voilà. Donc ici, ce qu'on avait dit, c'est que le courant sort comme ça, il sort de la borne positive, donc les électrons circulent dans l'autre sens. D'accord? Donc les électrons circulent comme ça. Donc les électrons arrivent en fait au niveau de la pièce à nickeler, et donc ça fait que vous avez des électrons ici, et vous avez du Ni2+ là. Donc le Ni2+ va capter les électrons qui sont là, selon cette demi-équation, et donc il y a bien du nickel solide ici, qui va se former. D'accord? Vous aurez bien du nickel solide, ce qui correspond bien à ce qu'on veut faire. D'accord? Donc ici, voilà, donc c'était la conclusion qu'on donnait. Donc faites attention hein, avec le bain électrolytique. Donc vous avez un exemple. On vous disait ensuite quelle est... tac, alors est-ce que j'avais conclu? Ok, donc ici, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, la demi-équation précédente est une réduction, donc c'est un gain d'électrons. Voilà, donc vu que c'est un gain d'électrons, donc c'est une réduction, donc réduction égale cathode. D'accord? Donc ça veut dire que la borne négative ici constituait la cathode. Moi, c'est plutôt le raisonnement que je vous recommande de faire. D'accord? Vous identifiez à partir de la demi-équation quelle est la réaction qui se produit. Donc là, on a identifié que c'était un gain d'électrons. D'accord? Comme c'est un gain d'électrons, c'est une réduction. Réduction égale cathode. D'accord? Et donc la borne positive ici, c'était forcément l'anode. Cathode. Ok, pour ceux qui veulent l'élec, regardez sur la vidéo, enfin regardez sur mon compte, il y a une vidéo sur l'élec. D'accord? Vous avez une vidéo sur l'élec. Vous avez les rediffs effaçant. Après, à un moment, je vais couper. Comme ça, du coup, je vous mettrai toutes les rediffs. Et puis, vous pourrez regarder... vous pourrez regarder. Donc ensuite, on nous dit réaction à l'anode, bah, donc c'est la réaction inverse hein, de celle qui se produit ici. Ensuite, on vous pose un certain nombre de questions, tac, tac, tac. Donc notamment ici, je vous rappelle, hein, lorsque vous avez une demi-équation comme ça et que vous travaillez avec pile électrolyse, ok, donc rappelez-vous, hein, ici, vous devez toujours avoir le nombre de moles de ça divisé par le coefficient stoichiométrique, qui est égal au nombre de moles d'électrons divisé par 2. Okay. Ensuite, bon, en général, vous avez la quantité, bon, soit vous avez la quantité de nickel ici formée, donc soit on vous en donne la masse et puis on vous en donne la masse molaire, d'accord? Donc ici, je crois qu'on donnait la masse et on donnait la masse molaire, ce qui va vous permettre de calculer le nombre de moles d'électrons. Et ensuite, je vous rappelle le nombre de moles d'électrons ici, donc vous avez Q égale Ne Faraday. Ne ici, c'est le nombre de moles d'électrons. Et d'autre part, Q est égal à I fois delta T. D'accord? I fois delta T et Ne Faraday. Et pour trouver Ne, donc c'est Ne-, c'est pareil, et ben, vous utilisez cette logique ici. Donc si vous avez un 3 ici, ben là vous mettez un 3. Si vous avez un 4 ici, là vous mettez un 4. Et pour Ni0, je redis encore, vous utilisez en général une masse molaire. Ok, voilà, vous avez deux formules à retenir là-dessus. Et puis, bon, voilà, vous allez tirer ce qu'on vous demande. Ok, les gars. Donc, voilà, c'est quoi la dérivée de moins x ln de x? Donc là, il faut que tu fasses u fois v. Ok, donc du coup, je pense que vous allez presque tous
entrer en cours. Bon, j'espère que ces lives vous ont aidé. Moi, j'ai pas beaucoup dormi, donc je vais aller dormir, mais en tout cas, force à vous. Donc, je prends juste la dernière question, la dérivée de moins x ln de x. Pour ceux qui veulent la mécaflux, vous avez la rediff qui est déjà sur mon compte. Allez-y. Merci Ben. Allez-y sur mon compte. Hein. Je vais vous mettre la rediff de ce live aussi. Je vais mettre une en tête. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, tu fais u fois v. D'accord? Donc, tu as u' v plus v' u. Tu poses, par exemple, u égale moins x. Tu poses v égale ln de x. v' égale 1 sur x. u' égale moins 1. D'accord? Et puis, tu appliques ta formule ici. Donc, je vous montre juste, hein, pour ceux qui ne vont pas en cours directement, vous avez déjà les rediffs de ce matin, d'accord? Donc, vous avez les intitulés. Donc, ici, vous allez sur mon compte, d'accord? Merci à toi, user N01. Donc, ici, sur mon compte, vous allez retrouver donc, la dernière vidéo. Vous voyez, je vous ai mis ici ce qu'il y a. Donc, là-dedans, c'était révision onde sonore, diffraction, interférence, effet photo. Donc, ça, c'était ce matin. Celle-ci, c'était effet photo, radioactivité, écoulement. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a demandé écoulement. L'exo, il doit être... voilà, il est là, l'exo. Tu vois, exo, écoulement, donc c'était à partir de 25 minutes. Donc, allez regarder ça. Hein. Vous avez... ici, c'était quoi? Ici, bon, vous passez un peu pour regarder. Donc, là, c'était effet Doppler. Ensuite, il y avait planète là-dedans. Circuit RC, d'accord? Pour ceux qui veulent circuit RC, c'est le truc avec le machin orange là. Ensuite, vous avez thermo. Thermo, c'est celle-ci, d'accord? C'est celle-ci, vous avez la thermo. Vous avez lunettes astronomiques au début. Et puis, vous avez la thermo à peu près à 30 minutes. D'accord? Vous avez la thermo ici. OK? Et là, je vais vous mettre la rediff de maintenant. Je vais essayer de la charger au mieux. Ok les gars, donc bon courage à tous. On se retrouve ce soir pour corriger tous les sujets. Et puis, bah voilà, le premier qui sort, vous m'envoyez le sujet. Si vous avez mon mail, vous m'envoyez le sujet pour qu'on puisse corriger. Ok, bon courage à tous. Merci beaucoup Amine. Stressez pas les gars, commencez par faire vraiment toutes les questions que vous connaissez. Ok, vraiment paniquez pas. Il y a un truc que vous ne savez pas faire, vous faites tout, d'accord? Vous sautez tout ce que vous ne savez pas faire. Faites d'abord tout ce que vous savez faire. Laissez de l'espace pour les trucs que vous ne savez pas faire. D'accord? Ça vous évitera de paniquer pour rien. D'accord? Vraiment meilleur conseil que je puisse vous donner. Ok les gars. Ah, je t'en prie Dan. Salut les amis, bon courage, on se retrouve ce soir. Ciao, ciao.